Bienvenue Gilles. Bonjour Laurent. Merci beaucoup de te joindre à nous pour cette première émission de l'année. C'est un vrai plaisir Laurent. Donc peut-être, je pense que tout le monde connaît Worldline et que beaucoup de gens de ceux qui nous regardent connaissent Gilles Grapinet, mais peut-être une petite minute quand même pour te présenter Worldline. Avec plaisir. Donc moi je suis directeur général de Worldline depuis 2013. Worldline c'est devenu aujourd'hui le leader en Europe sur les services de paiement. En gros, quelques chiffres, 4 milliards de chiffre d'affaires sans les terminaux de paiement qu'on est effectivement en train de céder. Environ 17 000 collaborateurs à la fin de l'année 2022 probablement, et 3 milliards de chiffre d'affaires dans les services aux commerçants. On sert à peu près 1 200 000 commerçants en Europe, des grands, des petits, des moyens. Beaucoup maintenant d'alliances bancaires derrière ces 3 milliards de chiffre d'affaires, de plus en plus en réalité, avec des banques en JV, en alliance. Et puis aussi 1 milliard à peu près de chiffre d'affaires dans les services de processing financier pour les banques. On est un partenaire historique de à peu près 15 pays en Europe, de près de 350 banques. Donc là, on parle de chiffre d'affaires, pas de levée de fonds. On parle absolument de chiffre d'affaires, avec de la vraie profitabilité et du vrai free cash flow. Alors, on va y venir. Justement, tu viens de parler de l'activité que tu cèdes. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais reçu dans un autre cadre. Effectivement, la cession des terminaux était une piste, une réflexion en cours. Depuis, c'est devenu une réalité. Je ne sais plus où on en est dans le deal, mais enfin, je crois que c'est... On est entre signing et closing. On a fait un signing avec Apollo pour la reprise de cette activité, pour une cession estimée à 2,3 milliards d'euros. Donc j'avoue que si même, d'un point de vue des grandes tendances, où on dit maintenant tout devient digital, c'est quoi ces machins en plastique là bon, je comprends la vision qui peut se dire, je m'en sépare. En même temps, moi qui ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, je passais mon temps dans les avions, quand même la force d'une marque que je voyais partout. Enfin, j'allais tirer de l'argent, j'allais payer, même je me rappelle sur une plage au Brésil paumée ou en Russie, partout, il y avait la marque Ingenico posée. Se séparer d'un bijou pareil, tu peux nous donner un peu plus de rationnel ? Oui, bien sûr, tu as raison de le rappeler. C'est un leader mondial dans un secteur, finalement, l'électronique de masse, où il n'y en a pas tant que ça. En réalité, c'est précisément parce qu'il faut s'assurer que Ingenico va rester ce leader mondial qu'il faut changer la structure actionnariale. Pour une raison très très simple, c'est qu'avant même que Worldline rachète Ingenico, et donc hérite des terminaux, qui faisait à peu près la moitié du chiffre d'affaires, l'autre moitié du chiffre d'affaires d'Ingenico, c'était des services de paiement aux commerçants, soit sur Internet, soit de plus en plus dans le acquiring physique. Ce qui crée une situation qui est simple, c'est que si Ingenico est devenu un acteur distribué mondialement, la plupart de ses clients, en fait 93% des clients qui achètent les terminaux, sont des concurrents de Worldline. Ce sont des grands acquéreurs aux États-Unis, en Europe, qui font le même métier que nous. Donc c'est évidemment un setup dont Ingenico savait déjà qu'il n'était pas tenable dans la durée. Eux-mêmes étaient en train de se diversifier pour devenir un acquéreur de grande portée. C'est là où nous faisons toutes nos synergies avec eux. Et il va que ça allait devenir de plus en plus difficile pour eux de conserver une activité consistant à vendre à leurs concurrents les terminaux de paiement qui étaient par ailleurs sous leur propre marque. Donc dès le début, on avait convenu avec le conseil d'administration d'Ingenico qu'il fallait vraiment faire une analyse stratégique, définir quelles étaient les options de développement de ce métier. Et parmi les raisons de le vendre, il y avait évidemment de mettre fin à ce channel conflict. C'est l'idée que de plus en plus Worldline allait grandir et devenir un acquéreur de premier plan en concurrence avec Global Payment, First Data, Nexi et tant d'autres, plus ce serait difficile pour ces grands acquéreurs de trouver que c'était une super idée d'acheter les terminaux à Worldline et ce faisant de renforcer un de leurs premiers concurrents à peu près partout en Europe et de plus en plus dans le monde. Voilà. D'accord. Bon. Incidemment, c'est un métier qui va connaître une transformation technologique de grande importance et qui va devenir de plus en plus un métier de software in the cloud, qui est un vrai cycle de transformation, difficile à faire dans l'environnement d'une entreprise cotée. On parle d'un projet de 4 à 5 ans, de vrai investissement massif dans la technologie des terminaux, sur lequel il faut, je pense, un statut privé et bien meilleur, sur lequel on peut faire des investissements dans la durée. On ne se préoccupe pas du prochain trimestre ou du prochain semestre. On fait le travail qu'on a à faire sur sa techno. Et ça, je crois que c'est vraiment une très, très grande chance pour ce secteur, ce business, cette marque, qui va devenir également le leader mondial des terminaux du 21e siècle, qui vont être beaucoup plus intelligents, beaucoup plus dématérialisés, paradoxalement. Il restera un device sécurisé, mais l'essentiel de son intelligence sera orchestré depuis du cloud et permettra ensuite des connexions plus faciles à l'écosystème du paiement. C'est un formidable projet. On est tous convaincus qu'il faut le faire dans un environnement non coté, comme les très grands projets de transformation technologique. Alors c'est intéressant parce que tu le sais, j'ai évidemment vu les soubresauts boursiers, une question sur la valorisation, mais donc on parle d'un peu de bourse. Donc finalement, être coté n'est pas dans ce cas présent, n'est pas une force. Ah non. Et je pense que lorsqu'on a des grandes transformations à faire, l'environnement coté, surtout quand c'est un business de grande taille, ce serait un business qui ne pèserait pas 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans un groupe qui en fait 5.
et qui ne ferait pas 25% de l'EBITDA, on pourrait se dire si c'était une division relativement petite, on peut se permettre, je pense, de faire des choix et des arbitrages et de le porter en interne. À la taille de cette entreprise, compte tenu de l'ambition de son projet technologique, qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel, la vision de son futur CEO indépendant, Mathieu Destot, est remarquable. J'ai vraiment une absolue conviction qu'il réussira, mais il lui faut du temps, il lui faut un backing d'un investisseur financier qui fait le pari du temps long. Les marchés financiers ne savent pas toujours faire ça, et comme on le voit ces temps-ci, sur les boîtes de tech peuvent devenir extrêmement impatients, voire pour dire totalement volatiles. Alors j'y viens, mais une dernière question, puisqu'on parle des POS, et comme il y a des acteurs dans ce domaine-là aussi, dans l'Excel, ça m'intéresse ton retour. Mais pour toi, le terminal physique n'est pas mort, c'est pas le soft POS qui va remplacer l'intégralité des cas d'usage sur mon terminal iPhone ou autre demain matin. Ou après-demain matin. Non, pas une seconde. Au contraire, je pense que le terminal va devenir un objet avec beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est fondamentalement, c'est pas tout à fait vrai, il y a déjà des terminaux Android multifonctions qui commencent à avoir plus de fonctionnalités que juste lire une carte et être capable d'assurer l'initiation de la transaction de paiement. La réalité demain, c'est que ça va devenir un écosystème applicatif dans lequel, en fonction du choix des commerçants et des acquéreurs, on pourra avoir une dizaine, une quinzaine de fonctionnalités. Ils vont faire de la reconnaissance biométrique, ils vont faire de la reconnaissance vocale, ils peuvent broadcaster de la vidéo, ils peuvent afficher des QR codes, réagir à des QR codes. C'est vraiment, à mon avis, un point d'entrée clé dans l'écosystème, mais qui devrait être mis et adapté à chaque acteur qui va les opérer, à la fois les grands acquéreurs, qui vont évidemment en faire un outil de travail encore plus intelligent et plus riche, mais également, je pense, des grands commerçants qui continueront à avoir l'idée de rester très impliqués. Je te demande pardon, et juste, tu as répondu à une question, mais je ne suis pas sûr que c'était la mienne. Parce qu'en fait, ma question, c'était pourquoi le téléphone, smartphone, qui fait tellement de choses aujourd'hui et qui finalement a fait disparaître les appareils photo numériques, je regardais ça ce week-end à la maison, mes bons vieux appareils photo numériques, on n'a plus besoin, mon iPhone fait mieux. Pourquoi demain, je vais arrêter de citer Apple, pourquoi demain mon téléphone, smartphone, de quelle que soit sa marque, ne peut pas remplacer, à horizon peut-être 5 ans, tous ces terminaux, quelle que soit leur forme factor? Non, mais parce que justement, le paiement, c'est un monde qui ne se réduit pas à quelques transactions par jour. Le paiement a des contraintes parfois pour les très grands retailers alimentaires, pour les fuel retailers, pour les vending machines, a une somme de use cases qui implique très souvent une robustesse exceptionnelle, une maintenabilité. Le smartphone va trouver son chemin. Le soft POS, comme tu dis, trouvera son chemin pour les entrepreneurs indépendants, pour de la vente assistée en magasin, en complément de process industriels où un terminal à l'état de l'art, capable d'interagir avec une somme de schemes, agréé dans tout un tas de géographies, et tout ce travail qui est fait en amont par les terminalistes, de descendre dans l'environnement du commerçant, un terminal durci, industrialisable, maintenable à distance, capable de downloader des applications, sous un contrôle d'un acquéreur, va rester une pièce maîtresse de l'écosystème. Mais il y aura de la place, effectivement, pour des alternatives, comme on l'a vu avec les dongles Bluetooth au début, comme on l'a vu avec le smartphone maintenant, qui peut être à la fois un support de QR code, un émetteur de QR code, un support de contactless payment. Maintenant, de toi à moi, c'est un métier de confiance, le monde du paiement. On voit très bien que les usages contactless, où on ne met pas son PIN code sur le smartphone du commerçant, ont probablement un vrai potentiel. Combien de millions de Français demain matin trouveront que c'est une super idée d'aller mettre leur PIN code sur leur smartphone tendu par le commerçant sur le marché du dimanche matin, alors qu'on leur a expliqué pendant près de 20 ans que le PIN code, il ne fallait même pas le partager avec son époux ou avec sa femme. Je pense que c'est un chemin. Il ne faut jamais oublier qu'à la fin, le monde du paiement, c'est un monde de milliards de transactions qui sont faites par monsieur et madame tout le monde. Si ce n'est pas fait par monsieur et madame tout le monde, pas adopté par monsieur et madame tout le monde, ça restera de sympathiques innovations périphériques. C'est sympa, ça fait des buzz, ça fait des press releases, mais ça ne change pas les grandes masses du paiement. Alors, je vais bouger à ma deuxième question, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur la confiance sans doute, mais valorisation. On parlait tout à l'heure de l'intérêt pour un génico de ne plus être coté. Toi, tu es coté. Absolument. Worldline est coté. Et alors, j'ai regardé là avant de venir, mais globalement, je ne parle pas de Worldline, mais toutes les sociétés du paiement cotées, je n'ai pas le bon terme pour être poli à l'antenne, mais enfin, ça descend, hein. C'est divisé par 2, voire plus, et ce, quelles que soient les géographies. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est juste parce qu'à un moment, il y a trop de gens qui ont voulu croire que les arbres montaient au ciel et juste il y a un back to reality là, qui revient en force, ou il y a d'autres fondamentaux, peut-être, qui ont évolué, qui ont changé? Est-ce qu'avec le Covid, on aurait appris des leçons qui font que ça ne vaut pas ce qu'on pensait, ou juste tout simplement un trou d'air du marché parce que tout est en train d'aller par terre en ce moment? Enfin, voilà, c'est quoi ta vision? Écoute, d'habitude, les CEO passent pas beaucoup de temps à commenter leur propre cours de bourse, et encore moins celui, voilà, on parle des autres, on va parler du secteur. Mais tu as raison de commencer par le secteur, c'est absolument indiscutable. En gros, les valorisations du monde du paiement ont touché leur plus haut historique, quel que soit le type d'acteur.
nouveaux entrants comme acteurs plus installés comme Worldline, Nexi ou Global Payment aux États-Unis, on a tous touché le plus haut historique au premier semestre 2021. Et on a vu nos valorisations littéralement coupées en deux. On est à peu près tous désormais passés de 20 fois l'EBITDA à 10, 11 fois l'EBITDA à l'heure où on se parle. Mais ça a été pareil pour les nouveaux entrants. Adyen est tombé de 3 000 € à 1 300 € en début de semaine. Toast aux États-Unis, qui était monté à 50 milliards de valorisation, est tombé à 5. Et on a une somme incalculable d'exemples du même nature. Alors, derrière tout ça, il y a un phénomène beaucoup plus large que nous, on ne va pas prétendre tout comprendre, qui est l'effondrement des valeurs tech. Je rappelle juste que Netflix a perdu 75% de sa valeur, Spotify 80% de sa valeur, et on pourrait Coinbase 80% de sa valeur. Et plus on s'approche du monde d'ailleurs des fintech, on observe une espèce de dégonflement gigantesque des valeurs tech. C'est difficile de le rationaliser de manière globale comme ça. Moi, je ne peux pas commenter les perspectives de croissance à long terme de Netflix. Ce que je suis capable de dire, c'est que dans le monde du paiement digital et du paiement électronique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On peut encore comprendre que Netflix est déçu avec quelques publications. Ils ont vu leur nombre d'abonnés baisser, ils ont décidé de changer leur business model, et pareil pour Spotify et quelques autres. C'est incompréhensible pour les boîtes de paiement. Aucun d'entre nous n'a raté un trimestre. Aucun d'entre nous ne présente des perspectives de moyen terme inférieures à ce qu'étaient les périodes précédentes. Aucun d'entre nous n'a pas tiré avantage du Covid et de la maturation accélérée vers le paiement électronique que tu as commenté avec plein de tes invités ici et ailleurs si souvent, et qui sont vrais. Donc c'est absurde. C'est absurde d'avoir entraîné le paiement dans l'espèce de déflation des valeurs tech. Maintenant, je pense que ce n'est pas très grave parce que la robustesse de nos entreprises, moi j'ai présenté pour Worldline le meilleur plan à 3 ans qu'on n'a jamais fait depuis qu'on a coté cette boîte en 2014 quand on valait 1,5 milliard. Donc je ne vais pas me plaindre, on vaut 10 milliards aujourd'hui, je ne vais pas aller pleurer ici, mais je sais que le plan qu'on a bâti pour cette entreprise, qui n'a jamais été aussi forte que ce qu'elle est au moment où je te parle, grâce à Ingenico, grâce à l'acquisition de Six, grâce au deal qu'on a fait en 2021 avec Eurobank en Grèce, avec Handelsbanken en Suède, avec BNL en Italie, avec Cardlink en Grèce, avec ANZ en Australie. Cette entreprise attaque 2022 dans une forme olympique. D'ailleurs, on a publié des résultats sur le premier trimestre absolument remarquables et on a délivré une très bonne année 2021. Donc je pense qu'à un moment donné, quand le balancier du marché, qui est coutumier par moment d'exubérance, était sans doute allé beaucoup trop loin, beaucoup trop vite dans le secteur de la tech en général, il y a une brutale remise des pendules à l'heure, avec des taux d'intérêt qui remontent, avec de l'inflation, avec le sentiment aussi qu'à la fin, c'est sympa la croissance, mais ça doit générer du free cash flow. Or, il y a encore des entreprises, parfois 10 ans après leur début et leur financement privé, sont toujours en cash burn. Donc, à la fin des fins, dans un monde où l'argent redevient avoir un vrai prix, avec des taux d'intérêt réels, être en perte sur son PNL, ça veut dire qu'il va falloir se financer avec un vrai coût. Et la fin des taux d'intérêt négatifs est en train de remettre plein de pendules à l'heure. De ce point de vue-là, ma conviction est extrêmement simple. Des boîtes comme les boîtes de paiement, comme les nôtres, qui sortent 50% de conversion de leur EBITDA, qui est entre 30 et 40%, en free cash flow, brutalement, vont séduire à nouveau beaucoup de gens. Donc, je retiens 2 choses. 1, il y a un peu, on jette le bébé avec l'eau du bain là, en ce moment dans tous les marchés, donc le paiement va avec Spotify, mais ça n'a rien à voir. Et 2, éventuellement, tu penses pouvoir en tirer l'épingle du jeu, parce que quand on va devoir finalement voir où c'est qu'on remet, peut-être qu'on mettra sur ceux qui ont du cash flow. Oui, moi, il y a des formules que j'aime bien. Il y en a une que j'aime bien, qui est de dire, c'est quand la marée baisse. J'ai failli te la dire. Ouais, je sais, je te connais, on se connaît depuis assez longtemps. C'est quand la marée baisse qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot de bain. Donc là, effectivement, la marée est en train de baisser et on va se rendre compte qu'il est temps à nouveau de discriminer les entreprises qui ont un vrai business model solide, installé, des perspectives de croissance de long terme, versus de belles entreprises qui sont de belles solutions technologiques, mais qui ont encore beaucoup de choses à démontrer. Et je pense que c'est à ça qu'on va assister dans la deuxième partie de l'année, si évidemment le monde veut bien, parce qu'on ne l'oublie jamais, on parle de la bourse, tout ça évidemment est important. Enfin, il se passe des choses dans le monde qui sont beaucoup plus importantes autour de nous et pas si loin, qui nous rappellent quand même qu'on vit dans un monde de risques et de vulnérabilité, et que c'est aussi important de construire des boîtes solides, précisément parce que le monde est plein d'incertitudes. Alors, je vais malgré cette phrase, tenter de rester léger. Ouais. Et je voulais rebondir sur, tu évoquais tout à l'heure différents types de sociétés qui sont dans le secteur du paiement. Et on a tous, d'ailleurs, c'est écrit ici, un Payment FinTech Club. Absolument. Dans le monde des FinTech, quand même, elles ont amené aussi beaucoup d'innovations. Elles ont amené beaucoup de choses où, pardon, parfois, vous étiez un peu... je vais le dire, tu vas pas aimer, mais un peu dinosauresque sur certains sujets. Moi, quand je me rappelle de Sips en 2001, 2002, quand je faisais mes premières missions dans le paiement, il fallait y aller, quoi. Fallait avoir envie. Attends, mais Sips, fallait déjà le créer à l'époque où on envoyait encore des chèques par la poste après avoir passé une commande sur Internet. Tu as raison. Voilà. Mais je dis juste que finalement, l'effervescence des FinTech a quand même amené aussi, vous a poussé à transformer beaucoup vos solutions. Comment tu fais aujourd'hui? Parce qu'elles ont quand même, j'en côtoie beaucoup, elles sont douées en com.
Elles sont très très douées en com. Comment tu fais, et elles ont honnêtement des fois des très beaux produits. Et des super produits. Elles ont des super produits. Ouais. Comment tu fais devant, que ça soit un analyste ou un client, parce qu'à la fin c'est la même chose, tu lui vends quelque chose. Comment tu fais pour aussi gagner cette bataille de la communication? Parce que j'entends tes chiffres. Je les entends, je les connais, je les suis, mais ça n'empêche pas les écarts de valo qu'on a vus dans certains temps. Oui. Et c'est pareil aussi parfois avec des clients qui achètent tes offres. Comment tu fais pour ne pas perdre cette bagarre, ou du moins essayer de recombattre à armes égales cette bataille de la communication, pour dire que peut-être des acteurs incumbents, comme Worldline, qui n'est pas une fintech de l'année, juste de l'année d'avant, innovent aussi. Je suis sûr que tu innoves aussi, j'en suis convaincu, sinon je ne t'inviterais pas de toute façon. Donc, mais comment tu arrives à convaincre et à dire, attendez, mais nous aussi, on sait faire ça? Mais rappelez déjà une évidence, c'est que d'abord, l'innovation n'est pas un monopole, jamais, pour personne. Et qu'il y a évidemment des grandes vagues et des grands moments. Et sincèrement, je regarde les fintechs et les startups. D'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui t'écoutent régulièrement. Et je leur repasse ce message fondamental. Elles sont plus que bienvenues à rentrer en contact avec Worldline. On a une vision de l'innovation qui est véritablement profondément transformée. Nous, on accède à près d'1,3 million commerçants, ce sera sans doute peut-être 1,5 million ou 2 millions à la fin de notre plan. En Europe, on peut accélérer le développement d'une somme considérable de start-up et de fintech qui ont des propositions de valeur, comme tu dis, des produits parfois remarquables, qu'on n'a pas du tout inventés, qu'on n'envisage pas d'inventer, qu'on serait ravis de distribuer, de co-distribuer, d'intégrer sur nos plateformes. C'est mon premier message. Une des réponses à ça, c'est que dans un monde qui va si vite, il ne faut pas jouer tout seul. Donc nous, on joue vraiment la carte à fond de l'open innovation. Il y a des produits brandés Worldline qu'on développe. On fait des choses formidables à l'échelle avec des très grands commerçants qui veulent la robustesse d'un industriel, parce qu'ensuite ils veulent le même passer à l'échelle et ils pensent que c'est plus sûr avec nous. On a annoncé récemment avec Carrefour l'extension de ce que l'on fait, qu'on appelle le Scan and Pay, qui permet vraiment aux clients de Carrefour de bypasser complètement, s'ils le souhaitent, avec une app que tu n'as même pas à downloader, en flashant sur les plateformes de Worldline, une app que tu récupères avec un QR code, flasher tes produits, sortir du magasin, en bypassant complètement la caisse si tu es pressé. C'est typiquement le genre d'innovation qu'on est capable d'apporter à l'échelle, ensuite de déployer si le public y trouve l'intérêt que Carrefour espère qu'il va y trouver, en tout cas une part du public, parce qu'à la fin, c'est jamais one size fits all. Et on fait la même chose avec Monoprix pour la refonte de leur parcours omnicommerce en magasin. Et on peut, à l'infini, je pourrais te raconter ce qu'on fait dans l'EV Charging avec des startups qui démarrent, qui veulent challenger les opérateurs pétroliers historiques pour le chargement des flottes de voitures électriques qui vont arriver par millions en Europe et qui ont besoin de solutions qui très vite vont passer à l'échelle. Donc oui, on est des acteurs hyper innovants en nous-mêmes, mais de plus en plus, on le fait en travaillant main dans la main avec des fintechs et des startups qu'on référence, sur lesquels on fait des travaux en commun et sur lesquels on fait, tiens, en France, pour en citer une, Algon, avec que tu connais peut-être, avec Michel Diguet, qui a une remarquable solution de credit scoring à base d'API sur de la PSD2, et sur lesquels on peut imaginer ensemble d'accélérer et leur développement et le nôtre auprès des 350 banques et un nombre incalculable d'acteurs du consumer credit, et de tous ceux qui ont à prendre une décision de scoring sur un client. C'est ça, à mon avis, l'avenir qui fait que moi, je n'oppose pas l'innovation de Worldline qui est à l'échelle industrielle. Nous, on a 7000 techies dans la boîte. Il n'y a pas beaucoup de fintech qui peuvent dire qu'elles ont 7000 développeurs, architectes, data scientists, cryptographes, etc. Simplement, on n'arrivera jamais nous-mêmes à couvrir toute cette imagination et cette fertilité du monde, et tant mieux. En revanche, on peut accélérer le développement de beaucoup et s'enrichir nous-mêmes de leurs innovations. Et peut-être un jour, pourquoi pas, peut faire aussi partie de notre stratégie M&A progressivement, de ne pas acheter que des acquéreurs comme nous, mais aussi progressivement de s'enrichir. J'allais y venir parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais justement, puisqu'on parle de la baisse des valos, être coté, tout à l'heure, on a parlé des choses moins bien quand on est coté, pour faire des plans stratégiques à 10 ans, mais en même temps, ça t'amenait aussi la possibilité, en tradant du papier, d'acquérir, d'être un prédateur, entre guillemets, dans tous les sens positifs du terme, pour développer de la croissance externe. Et on a vu ces derniers temps un certain nombre d'ailleurs de développements dans la fintech, où des gros investisseurs mettent des sommes considérables dans une fintech X, Y ou Z, qui devient finalement son bras armé thématique, pour aller acheter d'autres acteurs géographiquement différents dans la même thématique et devenir un dominant qui peut-être après être acheté par un très très dominant. On l'a vu par exemple avec Tink racheté par Visa, mais qui avant avait lui-même racheté pas mal d'autres sociétés en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, cette baisse des différents cours change ta stratégie M&A par rapport aux différents acteurs, ou finalement, comme tout le monde a un peu baissé, ça ne change pas grand-chose? Non, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, la réalité, c'est que comme tout le monde baisse, à la fois les cibles comme les acquéreurs potentiels, à la fin des fins, il va falloir voir où est-ce que l'aiguille s'arrête dans cette évolution. Ce qui est sûr, c'est qu'on est des business très très fortement générateurs de free cash flow, donc on sera quasiment debt-free à la fin de l'année 2023, quand on aura cédé les terminaux, et qu'on est une société capable de se projeter comme ça de manière très très importante dans une stratégie M&A largement financée. Le point reste néanmoins intéressant, c'est que
acquérir des entreprises qui vous ressemblent, c'est une façon de faire les choses. Le vrai sujet pour intégrer des sociétés de technologie, c'est d'être savoir véritablement capable de leur respecter leur identité et trouver la façon de les arrimer à un grand groupe comme le nôtre. Un grand groupe, c'est jamais que 17 000 personnes. Online, c'est pas non plus 300 000 personnes. Mais comme les banques l'ont démontré, toutes les intégrations de fintech ou de start-up ne sont pas toujours évidentes. Il y a un vrai intérêt à trouver un modèle d'intégration respectueux de la culture de ces entreprises, tout en leur donnant la capacité de distribution qu'un groupe beaucoup plus important peut leur apporter, voire le backing financier. Là, on parle généralement d'entreprises qui ne pèsent pas 1,5 milliard de chiffre d'affaires par définition, et donc sur lesquelles nous, on est très très intéressés par ce type d'évolution du groupe. Pendant des années, on a plutôt acheté des métiers qu'on connaît bien, qu'on contrôle bien et qu'on amène à l'échelle en faisant beaucoup de synergie, on apporte beaucoup d'innovation. Notre deuxième track va rester celui-là en partenariat avec des banques. De plus en plus de banques souhaitent faire des partenariats stratégiques et industriels avec des acteurs, notamment dans les services aux commerçants. Ça restera un track dominant. Et il y a pour nous maintenant de plus en plus l'acquisition de solutions technologiques, de boîtes technologiques, parce que notre plateforme industrielle commence à être véritablement bien intégrée, après quand même plusieurs années d'efforts d'intégration, et on est désormais en capacité de leverager, pardon du franglais, c'est-à-dire de véritablement tirer les bénéfices d'une solution tierce que l'on peut appliquer à une plateforme qui demain va traiter près d'1,5 million de commerçants. Ça nous manquait, parce que pendant des années, on était un peu en effort d'intégration sur nous-mêmes, et si on achetait une brique technologique, ça faisait juste une intégration de plus dans 5 ou 6 plateformes dispersées à devoir faire. Et ça allait épuiser cette pauvre fintech ou start-up, et nous-mêmes, ça allait nous distraire. On atteint un niveau de maturité désormais où toute solution technologique qui se connecte à Worldline peut véritablement bénéficier de la pleine puissance du groupe. Écoute, merci. Là, je vois que le temps, on est déjà à moins de 2 minutes, me clignote la régie. Alors, je vais quand même te poser une dernière question, puisque c'était, je crois, l'objet principal d'une intervention que tu avais fait dans ce même club il y a 2 ans, où je t'avais fait intervenir avec Cédric O, et on avait parlé, à l'époque, c'était les prémices d'API. Et vous aviez pas mal échangé, alors c'était pas dans un studio, on était dans un autre format, mais vous aviez pas mal échangé sur quel avenir pour la souveraineté des paiements. Je dirais pas que PI est mort. J'ai reçu Martina il y a pas longtemps. Ça serait pas gentil. On parle bien des invités. Elle fait un travail formidable. Mais en tous les cas, on pourrait dire, pour être poli, c'est pas gagné. Tu as été un ardent défenseur, EPI ou pas, de la souveraineté en général, pour plein de sujets. Bien sûr, y compris dans l'industrie. Dans l'industrie, dans la cybersécurité, etc. Mais dans les paiements, tu n'avais pas caché ton point de vue. Oui, absolument. Que penses-tu de la situation actuelle? Penses-tu qu'il y a encore un moyen de tirer quelque chose ou la bataille est perdue? À l'heure où on voit, pour rebondir sur tes mots de tout à l'heure, que le paiement fait partie des armes stratégiques. On a vu en citant aux 20h Swift. Avant, on était 15 à connaître ce que ça voulait dire. Maintenant, ma mère sait ce qu'est Swift. Donc, on a parlé de Swift, on a parlé des réseaux Scheme qui, tout d'un coup, peuvent couper un pays. On s'est rappelé que c'était possible. Qu'en penses-tu de cette situation? On se rappelle aussi que le schéma russe MIR a été créé dans la foulée de l'invasion de la Crimée par la Russie. Et c'était déjà une réponse aux sanctions américaines que Visa et Mastercard avaient appliquées immédiatement. La création de MIR était une réponse stratégique pour assurer l'autonomie des paiements de la Russie face à leur dépendance aux solutions de paiement américaines. Donc oui, tu as raison. C'est clair que ce que nous enseigne l'aventure EPI, c'est 3 choses. D'abord, il y a une prise de conscience qui a été réelle en Europe de cette anomalie européenne qui fait qu'on n'a pas de marque de paiement de détail et que ça reste une anomalie et qu'il n'y a personne en Europe qui te dira que c'est une solution satisfaisante. La deuxième chose, c'est que c'est compliqué de partir avec des décennies de retard sur des schémas très puissants qui se sont installés, qui sont rentrés dans nos usages quotidiens, et que le projet est un projet extrêmement coûteux, au point que un certain nombre de banques, comme tu le sais, ont fini par jeter l'éponge, pour des raisons qui leur appartiennent, que je regrette. Je pense que passer à côté du format carte est extrêmement dommage. Donc il reste aujourd'hui, à mon avis, une piste qu'il ne faut pas du tout négliger, qui est de se dire ok, le format carte pour l'instant on n'a pas les moyens de le faire, en tout cas on n'est pas assez nombreux pour porter ce projet, c'est l'enseignement de ces derniers mois. Néanmoins, essayons de bâtir ce qui sera le rail parallèle, le rail non carte, à base de paiement mobile, paiement internet, un wallet brandé européen qui demain hébergera, je l'espère, des paiements non carte en instant payment et qui sera capable d'avoir des use cases pensés pour le 21e siècle. Ça, je crois que le concept reste valable. Et comme disait Guillaume d'Orange, un Européen, nul besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc maintenant que le problème est nommé, maintenant qu'on a commencé à se mettre en mouvement, peut-être ce ne sera pas la bonne tentative, mais je pense qu'il y en aura une troisième, et à la fin, on finira par doter l'Europe de sa marque de paiement, j'en suis certain. Eh bien, espérons qu'on n'aura pas à attendre que la menace soit réelle et présente.
pour peut-être passer à cette étape. Je vois que tu es toujours très optimiste, ça fait plaisir à voir, même sur des sujets pas si simples. C'est pas qu'une parole politique, je sais que tu es optimiste. Donc, ça vaut mieux quand on est dirigeant d'une entreprise. Voilà. Comme beaucoup le savent. Tu me permettras sur ce sujet en particulier de manquer d'optimisme. Je trouve malheureusement on a encore gâché une chance, mais bon, c'est comme ça. Un énorme merci de ta participation. J'aurai encore 15 questions, on les posera pas aujourd'hui. Merci à toi pour ton invitation. À très bientôt. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et juste avant de quitter, un petit mot pour ceux qui nous écoutent. Donc là, nous allons passer à la séquence suivante, donc le débat sur Payment in Retail, Pain or Gain. Et juste avant, comme on doit changer le plateau, faire rentrer les gens, une petite capsule, une petite rediff. Nous avions Geoffroy Goffinet de l'ACPR qui était parmi nous à la dernière émission et nous avons gardé un petit extrait où il nous parlait des difficultés d'implémentation du Strong Customer Authentication, tout un programme. À tout de suite. 3, 2, 1. Here we go!